Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Clémentine Hugol-Gencial, qui est enseignante-chercheur en sciences de l'information et de la communication, spécialisée sur les questions de médiation et de médiatisation alimentaire. Clémentine, vous travaillez à Dijon, à l'Université de Bourgogne, et j'ai eu la chance de vous entendre lors d'un sommet auquel j'ai moi-même participé début février sur le thème des troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, nous en avions parlé avec Eliette il y a quelques épisodes de ce sommet plein d'amour, et j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Vous y parliez entre autres de la cacophonie de l'information sur le sujet de l'alimentation et j'ai vraiment eu à cœur de vous inviter ici pour nous en parler plus. Merci donc d'avoir répondu présente à ma sollicitation et bonjour déjà Clémentine. Bonjour et merci beaucoup. Je suis ravie et honorée d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour commencer, déjà, est-ce que vous souhaiteriez vous présenter un petit peu plus? Et puis, comme je suis un peu curieuse, je me suis demandé pourquoi cet intérêt pour le sujet de l'alimentation. Je vais répondre déjà sur qui je suis. Vous avez déjà donné beaucoup d'éléments. Donc, moi, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Bourgogne. Je dirige un master en stratégie de communication internationale et par ailleurs, je suis directrice adjointe de mon laboratoire CIMEOS, qui est un laboratoire spécialisé en sciences de l'information et de la communication. Et on porte un axe sur l'alimentation et la gastronomie. Donc, ça fait en effet 14 ans que je travaille sur ces questions de médiation et de médiatisation alimentaire, mais aussi sur les enjeux de représentation et de pratique des consommateurs, parce que qui dit discours, dit exposition au discours, dit influence sur les représentations et sur les pratiques. Donc, je m'intéresse à tout cela. Et après, je n'ai jamais vraiment fait de travail introspectif pour savoir pourquoi l'alimentation, pourquoi j'y dédie tout mon temps. Oui. Mais je crois que ce qui m'intéresse, c'est que l'alimentation, c'est un vrai prisme pour voir le monde et ses enjeux actuels, les enjeux de genre, les enjeux de domination, d'accessibilité, de patrimoine, d'apport historique, de durabilité. Et en fait, pour moi, l'alimentation, ça ouvre beaucoup de portes de compréhension du monde. Oui, c'est ça. J'étais avec cette image de porte d'entrée, en fait, pour comprendre tellement de choses et à plein de niveaux différents. Du coup, complètement. Moi, on me dit toujours, tu ne travailles que sur l'alimentation, mais je travaille sur l'alimentation et ça a tellement, en fait, de possibilités, de sujets, d'entrée, etc., que je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, on ne peut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui m'ennuie et pourtant, ça fait 14 ans que je suis dessus et je pense que je vais passer encore quelques paires d'années. Mais oui, c'est dire si le sujet est vaste, en fait, effectivement. Et en relisant votre présentation, je me demandais si vous pouviez, alors pour des novices un petit peu comme moi, et puis peut-être comme certaines personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que la médiation et la médiatisation alimentaire? Alors, la médiatisation, c'est tout ce qui va circuler en termes de discours dans l'espace public et médiatique autour de l'alimentation. Donc, ça va être tout ce qu'on peut entendre de l'alimentation, les publicités, les discours de santé publique, les prises de parole de nos ministres. En ce moment, on parle beaucoup d'alimentation au sujet de l'actualité, malheureusement, avec les différents scandales alimentaires qui sont en train d'être médiatisés autour des œufs Kinder et des pizzas Buitoni, malheureusement. Donc ça, c'est tous les discours, c'est toute la médiatisation. La médiation, c'est quel médium, quel outil on va utiliser pour parler de notre alimentation. Parce qu'en fait, l'alimentation, on le voit aussi sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. On le voit quand on allume la télévision, on voit des publicités ou des émissions spécialisées. On allume la radio, on a des émissions spécialisées où il va y avoir les infos, on va nous en parler. Donc, ça va être tout ce qui va nous permettre d'entendre parler de l'alimentation. Et c'est aussi, pour l'alimentation, c'est un aspect extrêmement important quelle médiation on utilise. Parce qu'en fait, dire le goût, c'est extrêmement difficile.
Et Oui. donc, c'est un des premiers enjeux auxquels on est confronté en fait quand on travaille à l'alimentation, c'est comment on transmet le goût aujourd'hui. Et il y a beaucoup de dispositifs synesthésiques, par exemple, notamment aujourd'hui, il y a une très belle expo en ce moment à la Cité des Sciences, Banquet, sur l'alimentation. On va utiliser les odeurs, on va utiliser les bruits, on va utiliser tout un tas de stimuli pour vous permettre de vous figurer votre alimentation. Et en fait, ça, c'est un énorme enjeu quand on travaille sur l'alimentation, c'est quelle médiation on utilise. Mais oui, c'est vrai que transmettre comme ça une odeur ou un goût, c'est impossible. Enfin, chacun va le décrire d'une manière différente finalement. Donc, je Tous les comprends. enjeux des packaging alimentaires, par Exact. exemple, des contre-étiquettes de vin, toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, il faut quand même que vous arriviez à vous figurer quel goût Oui. ça va avoir pour avoir envie de l'acheter, de le goûter, etc. Et alors, pour en revenir à cette cacophonie alimentaire, qu'est-ce que c'est que cette cacophonie alimentaire et en quoi c'est un problème, à votre avis? Alors, la cacophonie, c'est la multiplication des messages, en fait. C'est tous les discours circulants autour de l'alimentation. Et moi, j'aime bien quand je parle de la cacophonie des discours, j'aime beaucoup prendre l'exemple de l'État, qui est un acteur en tant que tel dans l'espace public et médiatique. Et de dire, en fait, rien qu'à niveau d'État, on a déjà 3 ministères qui nous parlent de notre alimentation et qui mènent des politiques publiques sur le sujet. Donc, on a le ministère de la Santé, avec son fameux Programme national nutrition santé, le PNNS, donc, qui est mis en place en France depuis 2001. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. On a le ministère de l'Agriculture via le PNA, c'est le Programme national pour l'alimentation. Et enfin, on a le ministère de l'écologie aussi. Et en fait, à niveau d'État, ils ne défendent pas les mêmes enjeux, ils ne défendent pas les mêmes parties prenantes, et donc ça donne parfois des discours contradictoires. Et j'ai un exemple très concret que j'aime bien prendre, c'est en janvier 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça, le ministre de l'Agriculture, donc qui est à l'époque Didier Guillaume, affirme lors d'une interview « Le vin n'est pas un alcool comme les autres ». Ah. Et donc, en faisant ça, Didier Guillaume, bien évidemment, ministre de l'Agriculture, vient défendre les intérêts des viticulteurs. Dans la foulée, Agnès Buzyn, qui était encore ministre de la Santé, a dû affirmer publiquement si le vin est bien un alcool comme les autres. Parce que elle, ses enjeux, c'était des enjeux de santé publique. Elle ne pouvait pas laisser affirmer publiquement que le vin n'était pas un alcool comme les autres. Et là, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est qu'il y a des parties prenantes différentes, des intérêts différents, et que donc, même à niveau d'État, il peut y avoir des cacophonies assez flagrantes. Et donc, ça, c'est rien qu'à niveau d'État, en fait. C'est là, au niveau d'État, on a déjà 3 ministères, 3 différents enjeux, 3 intérêts, des lobbying différents. Mais après, si on regarde qui nous parle de notre alimentation, les acteurs sont multiples. On a l'industrie agroalimentaire, on a des syndicats comme la FNSEA, on a des scientifiques, on a des journalistes et on a des multitudes d'influenceurs divers et variés. Et ce qui interroge beaucoup aujourd'hui, c'est souvent à niveau médiatique, ces discours sont mis au même niveau. C'est-à-dire que finalement, tous les discours sont mis au même niveau, ce qui interroge vraiment sur l'expertise aujourd'hui de l'alimentation. Qui sont les experts alimentaires? Et cette question est d'autant plus flagrante sur les questions alimentaires parce qu'on est tous acteurs. On mange tous 3 fois par jour. Mais oui. On a tous une expérience quotidienne de l'alimentation. Ce qui fait que cette expertise, elle est aussi complexe de dire qui est aujourd'hui expert pour nous parler de notre alimentation. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a une multitude d'injonctions, qu'il n'est pas évident de hiérarchiser les informations, qu'il y a une multiplication de fausses informations, de faux régimes, de fake diets. Il y a aussi tout un mouvement autour de l'alimentation magique, une alimentation qui ne serait pas juste là pour prévenir, mais qui serait là aussi pour guérir. On a beaucoup de choses qui se passent autour de l'alimentation. C'est extrêmement fécond en termes de discours, mais ce qui entraîne cette cacophonie-là. Oui, et puis avec des enjeux, enfin pour nous en tant qu'individus, des enjeux hyper forts, parce que comme vous dites, quand on entend que, vous savez, c'est ce fameux, je sais plus qui a dit, votre nourriture, c'est votre santé. Votre première médecine, oui, c'est. Voilà, merci. C'est Hippocrate, voilà, la première médecine, quoi. Donc, waouh,
Ok, ben j'ai intérêt à faire vraiment attention à ce que je fais, quoi. Et tout en entendant parfois tout et son contraire, en fait. Vous savez, ça me fait un peu penser au sujet de la parentalité, qui a été cher à mon cœur pendant longtemps en tant qu'accompagnante. Et du coup, bah oui, un jour on nous dit qu'il faut coucher les bébés sur le ventre, après c'est sur le dos, après. Et dans l'alimentation, c'est un peu pareil. C'est aussi cette cacophonie-là, du coup, comme l'exemple flagrant que vous donnez avec le vin. Enfin, c'est assez, voilà. Mais donc, c'est à plein de niveaux différents, en fait. Et nous, en tant qu'individus, bah, comment on s'y retrouve, en fait, dans tout ça? C'est très difficile aujourd'hui de s'y retrouver et c'est un peu la difficulté actuelle, mais sur tous les sujets, j'ai envie de vous dire, on a une multiplicité de discours. Il faut aller vérifier ses sources. Ça, je crois que vraiment, c'est c'est un des conseils qu'il faut donner, mais sur tout sujet, j'ai envie de dire. Et puis, rien n'est miraculeux dans la vie, en fait, de manière générale. On ne peut pas perdre 1 kilo en un mois, on ne peut pas se guérir d'un cancer avec l'alimentation. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. L'alimentation, ça peut être très bien pour prévenir tout un ensemble de choses, mais il ne faut pas perdre la dimension plaisir non plus, et ça, c'est important de le dire. Donc, rien n'est miraculeux. Donc, si on vous survend un régime qui vous fait perdre 20 kilos en un mois, c'est que c'est pas vrai. C'est louche. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, sur les cas de maladies aussi, et c'est d'autant plus complexe, sur les maladies de cancer notamment, où on nous vend des choses qui survendent aujourd'hui. L'alimentation va pouvoir aider à avoir un meilleur confort de vie, notamment pendant les traitements comme la chimiothérapie, mais elle ne va pas guérir le cancer. Oui. Et du coup, alors je suis aussi avec, comme vous dites, il y a plein de personnes qui en parlent et nous n'arrivons plus à hiérarchiser en fait au niveau de l'expertise, quoi, parce que nous sommes bombardés en fait. Et du coup, bah, comment savoir où est le vrai, comment savoir où est le fake, vous disiez c'est fake diète et nous sommes perdus en tant qu'individus. Et c'est ça le problème de cette cacophonie, du coup. Enfin, Oui. l'un des problèmes. Un des problèmes de cette cacophonie, c'est celui-ci, c'est effectivement de ne plus savoir ce qu'il faut faire. Le PNNS en 2001 a vraiment mis en avant les liens entre notre alimentation et notre santé. Et donc, c'est une politique publique qui a vraiment fondé le fait que l'alimentation était aussi un outil préventif. C'était pas juste pour se nourrir, c'était pas juste pour avoir du plaisir, se retrouver. C'était un vecteur de santé, un vecteur de prévention de notre santé. Oui. Du coup, c'est de là que ça date en fait, c'est 2001, ça? oui, C'est le PNNS, mais ouais. le PNNS a un impact fort sur nos pratiques et nos représentations alimentaires et on ne peut pas travailler sur les pratiques alimentaires, à mon sens, si on ne comprend pas ce qui s'est passé en 2001. Ça date un petit peu d'avant 2001 parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 98, l'OMS a reconnu l'obésité comme maladie. Ça a fondé l'obésité comme maladie et en réponse à cela, au niveau français, donc en politique nationale publique, est venu le PNNS en 2001 où tout s'est fondé sur la lutte contre l'obésité et l'obésité infantile. Et donc là, il y a vraiment eu cette lutte contre l'obésité, ce lien alimentation-santé très fort, ce qui fait qu'il y a des études de Crédoc qui sont faites régulièrement sur nos représentations alimentaires qui montrent qu'avant 2001, on avait un rapport à l'alimentation beaucoup plus lié au plaisir, à la dimension de la qualité, et qu'après 2001 et après l'exposition quand même très forte aux différents discours, l'alimentation est beaucoup plus liée à la question de la santé et de la prévention. Ce qui fait qu'il y a aussi des discours contradictoires. En réponse à cela, on a aussi des discours vraiment sur le food porn, sur le gras à outrance, sur tous ces éléments-là. Donc, on a des tensions très fortes, en fait, qui naissent de tout cela et qui fait que c'est encore plus complexe de s'y retrouver, en fait, quand on est au milieu de tout ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a une nouvelle injonction qui arrive, qui est l'injonction de l'écologie et de la durabilité de notre alimentation. Donc, tout ça, ça fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à gérer en fait pour un consommateur pour avoir une bonne alimentation et bonne à mettre avec toutes les guillemets possibles. Exact, ouais. Parce que qu'est-ce qu'une bonne alimentation? On pourrait en discuter pendant très longtemps. En fait. Mais oui, et ce serait compliqué de tous se mettre d'accord en fait avec tous ces acteurs que vous décrivez aussi du coup. Oui, et d'ailleurs alors ce PNNS, moi du coup comme vous en aviez parlé dans l'intervention de février, je suis retournée le voir parce que je me suis dit bah tiens t'es jamais allé voir. Moi tout ce que j'en avais retenu c'était les fameux 5 fruits et légumes par jour, le manger bouger qu'on nous assène sans arrêt. Alors et d'ailleurs on était parti de 10 fruits et légumes par jour. Après je me suis souvenue de ça, voilà. Donc, c'était déjà complètement irréaliste, mais même 5 en fait. Et en sachant qu'en fait, alors 2001-2004, effectivement, on était sur du fruit et légumes. Après, sur le deuxième plan, ils sont repassés à 5.
Mais en plus, il y a une forme de non-précision, encore une fois, parce qu'en fait, on nous dit 5 fruits et légumes, mais c'est quoi une part de fruits, c'est quoi une part de légumes? Et ça, c'est pas explicité au consommateur. Donc, en fait, si je bois un verre de jus d'orange, est-ce que ça compte pour une orange? Si je mange 4 cerises, est-ce que ça compte pour une part? Oui. Il y a beaucoup de complexité, et ça, c'est un peu toute la difficulté, je trouve, aujourd'hui. On s'était intéressé notamment aux consignes qui étaient données pour les femmes enceintes. Et par exemple, il y avait une phrase, c'était dit « Il conviendra d'éviter certains types de charcuterie ». Ce qui ne veut rien dire. Une femme enceinte qui cherche de l'information probante, elle va sur un site ministériel, elle recherche de l'info et on lui dit « Il conviendra d'éviter certains types de charcuterie ». Bon, d'un côté, on responsabilise de manière individuelle, mais de l'autre, on ne donne pas l'information qui permet véritablement de s'inspirer. C'est aussi un des paradoxes, des fois un peu complexes. Et sur les 5 fruits et légumes, aujourd'hui, si on demande aux personnes combien de fruits et légumes il faut manger par jour, je pense que 95% des gens vous répondent 5. À quoi correspond une part de fruits et légumes? Je pense que vous avez beaucoup moins de monde qui vous répond. Mais oui, et c'est vraiment ce paradoxe entre je vous donne de l'information, mais pas en totalité, et vous êtes censé vous débrouiller avec ça. Et oui, l'exemple avec les femmes enceintes, c'est assez édifiant, en fait, parce que c'est tellement flou. Enfin, Oui. Et c'est pareil pour le bouger. Alors, je me souviens plus s'il y a des indications plus précises sur le niveau d'activité, sur qu'est-ce que c'est que l'activité physique. Je crois pas que ce soit non plus tellement explicité, en fait. Et puis finalement, dans les discours qui restent aujourd'hui, c'est le 5 fruits et légumes, manger, bouger, sans savoir qu'est-ce que ça génère véritablement comme pratique derrière. Oui. Et alors moi j'étais vue de ma lucarne, j'étais vraiment étonnée qu'il n'y ait aucune indication sur le côté psychique en fait de l'alimentation et rien sur les troubles du comportement alimentaire. Alors c'est peut-être pas l'intention de ce plan national nutrition santé, mais dans santé il y a le côté santé mentale aussi et du coup voilà, à part des il faut très flou. Voilà, moi j'étais un petit peu frustrée de ça, mais bon après c'est peut-être pas le cadre non plus Si, je pense que ça l'est, le cadre justement des TCA aujourd'hui qui est beaucoup plus porté par le milieu associatif que par les politiques de santé publique. Et les questions de santé mentale, en fait, typiquement, ont très peu été traitées dans la question du PNNS parce qu'aujourd'hui, on a différents troubles et notamment différents troubles des conduites comme l'orthorexie, à force de vouloir manger très sain, de faire très attention. Complètement. Et ça a été aussi induit par les politiques de santé publique. Et ça fait partie des points aveugles aujourd'hui où on a très peu d'informations probantes à transmettre, à communiquer. Typiquement, les chiffres, moi j'allais chercher les chiffres avant de participer au sommet. J'ai eu des difficultés à les trouver, ces chiffres-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont encore peu traitées et la santé mentale, d'une manière générale, est un point assez aveugle et très peu traité dans la question de l'alimentation. Mais au même titre que, par exemple, il y a une dimension qui est très peu prise en compte, c'est la dimension de genre. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes garçons et les femmes et les hommes, d'une manière générale, ont un rapport à l'alimentation qui est différent. Aujourd'hui, on ne peut pas traiter l'alimentation sans s'intéresser aussi aux problématiques de genre. Et les TCA touchent de manière massive les jeunes filles, les femmes, et moins les jeunes hommes et les jeunes garçons et les hommes. Et ça fait partie des choses où, si on veut parler de l'alimentation aussi, ça serait intéressant d'avoir une démarche peut-être parfois sur certains sujets un peu plus genrés pour orienter de la meilleure manière possible. Mais aujourd'hui, on parle de manière indistincte de l'alimentation. Exact. Avec, il y a la petite enclave sur la femme enceinte. Alors peut-être, voilà. Je me souviens plus s'il y a par rapport à l'âge ou enfin s'il y a Alors, il y a des choses sur les personnes âgées, il y a des choses aussi sur en situation de cancer. Il y a une note qui a été faite par le PNNS en situation de cancer. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Mais déjà, il faut les chercher, en fait, ces informations-là. Elles sont peu connues aussi, ne serait-ce que des professionnels de santé également. Elles sont très peu connues des professionnels de santé. Et puis après, il ne faut pas que ça aille trop loin non plus, parce que pour le cas du diabète gestationnel, par exemple, c'est très difficile de trouver de l'information fiable et aisément. En fait, on s'était beaucoup intéressé à cette question de femmes enceintes à un moment donné. Et en fait, les professionnels étaient très, très peu documentés et généralement renvoyaient de la documentation faite par les laboratoires, mais pas faite par les pouvoirs publics. Et oui, ce qui est assez parlant, du coup. Tout à fait. Et donc, les professionnels avec lesquels on avait collaboré, très peu avaient des outils mis à disposition et finalement avaient beaucoup d'éléments informatifs qui leur étaient fournis par des laboratoires qui s'occupaient des questions de diabète notamment. Et finalement, c'était avec ces outils-là qu'ils travaillaient. Et pas avec des outils de santé publique.
C'est ça. Et alors, cette cacophonie alimentaire, dans les recherches que vous faites, quid des conséquences? Est-ce que c'est aussi ça que vous étudiez, des conséquences sur la façon dont les personnes le vivent, cette question de la responsabilité individuelle? Comment ça agit? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est quand même ces 5 fruits et légumes, donc on serine depuis. Les fameux, ouais. Voilà, ça a eu très peu d'incidence sur la consommation effective de fruits et légumes. Oh. Il y avait eu une enquête de l'INRAE sur le sujet et en fait, on ne s'est pas mis à surconsommer les légumes du tout, parce que en fait, ces politiques-là qui donnent des messages de manger 5 fruits et légumes, elles ne prennent pas en compte le niveau d'équipement, le niveau de vie, le niveau de connaissance. Donc en fait, dire manger 5 fruits et légumes, c'est simplement une injonction qui ne prend pas en compte ces différents éléments. Et finalement, l'alimentation, c'est loin d'être simple. Et les fruits et légumes, c'est loin d'être simple à consommer. Et finalement, aujourd'hui, il y a toute une question de qu'est-ce que l'on met en place pour véritablement accompagner cela, parce que finalement, ça peut mettre les gens en difficulté que juste asséner, manger 5 fruits et légumes. Alors après, il faut voir que le PNNS a beaucoup évolué par rapport à sa première version. Maintenant, il y a un outil qui a été mis en place où on peut faire ses menus à la semaine. Il y a des choses qui sont faites et qui sont intéressantes. La dernière campagne de Santé publique France est très intéressante aussi. Ils montrent un poulet frites. Et ils disent, avant de tout changer, commencez déjà à améliorer ce que vous faites déjà. Et donc, ils enlèvent une portion de frites et ils mettent une portion de haricots. Donc, il y a le poulet, il y a les frites et puis il y a les haricots. Ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est dans de l'accompagnement et on n'est pas du jour au lendemain, enlever toutes les frites, enlever le gras et puis mettez-vous à manger des légumes sans donner les clés. Un discours qui, ces dernières années, c'est plus adouci ou en tout cas est plus dans l'accompagnement. Mais clairement, ces discours-là peuvent mettre en difficulté et il peut y avoir vraiment une question de culpabilisation, en fait, de ne pas bien faire. Et nous, on a travaillé au laboratoire avec des populations dans des situations difficiles, donc populations précaires, donc public, des épiceries solidaires et des populations en situation de cancer. Et donc, les personnes en situation de cancer, toutes commençaient par me dire « qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Pas moi, la première chose qui est remise en cause, qu'est-ce que je mangeais? Est-ce que je fumais? Est-ce que je buvais? Et est-ce que je faisais de l'activité physique? Donc, parce que c'est aussi les choses sur lesquelles on a une possibilité d'action quand même. Sur les traitements, après, on n'aura plus de possibilité d'action. Donc, c'était une des premières choses qu'elle remettait en cause, alors même qu'il y a beaucoup de cancers qui sont d'origine environnementale, d'origine génétique et qui ne sont pas liés à des questions Et sur la question des personnes précaires, en fait, le fait de ne pas pouvoir faire, et encore plus quand c'est des familles avec des enfants, c'est un vecteur de culpabilisation très fort. Alors même qu'il faut quand même vraiment dire que, par exemple, dans les situations d'urgence, les familles aujourd'hui sont hébergées dans des hôtels où généralement il n'y a pas de cuisine. Donc elles ont un petit réchaud et une petite casserole et c'est tout. Donc après, lorsqu'on arrive avec nos injonctions, il faut manger des légumineuses, il faut manger des fruits et légumes, c'est extrêmement complexe en fait. Déjà, il faut manger, point. Mais oui. Et ensuite, on verra le reste. Donc, c'est aussi vecteur parce qu'il y a aussi cet enjeu de désirabilité sociale, de se dire, on me dit de manger 5 fruits et légumes, j'ai envie de manger 5 fruits et légumes pour être comme les autres et pas faire de différence et encore moins faire de différence pour mes enfants. Donc, il y a tous ces enjeux-là et ça a une incidence très forte sur la représentation qu'on a de soi et de la représentation que l'on veut donner aux gens aussi. Et oui, quelle culpabilité que ça vient générer à la fois quand il y a les injonctions, mais pas d'explication pour le faire, même si, voilà, avec l'exemple du poulet frites, ça va plus vers de l'exemple et le modèle, mais à la fois dans ces situations sociales précaires ou même sans aller jusqu'à cette grande précarité, il y a quand même des questions de budget qui entrent en ligne de compte. Et puis, de toute façon, c'est même pas c'est quoi une portion. Oui, non, c'est très compliqué tout ça. Et en fait, l'alimentation, d'une manière générale, c'est un système très complexe. Donc, dès qu'on veut finalement simplifier à outrance, oui, on diffuse un message de manière massive, mais après, les incidences que ça a ne sont pas forcément celles attendues. C'est ça, exactement. Et oui, et comme vous le disiez, on ne remarque pas du tout de plus de consommation, en fait, de fruits et légumes. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez, avec toutes ces études-là, des idées sur ce qui pourrait soutenir le consommateur que nous sommes, l'individu que nous sommes, et qui se trouve hyper responsabilisé, en fait, dans ces choix-là?
Ce serait quoi la solution? Il n'y en a peut-être pas, hein, je ne sais pas. Mais... Déjà, il faut arrêter de faire peur, je crois, oui. en général. Ce qu'on appelle le shock advertising, donc ce qui va choquer, ce qui va faire peur, ça va fonctionner un temps et puis après, ça ne va pas du tout. Oui, vous savez, c'est comme les fameuses photos sur les paquets de cigarettes Voilà. Que les personnes ne voient même plus, en fait. Ça marche un temps et encore, et puis pas de manière massive. Il y a vraiment cette question de l'accompagnement aussi. Donc, ce que je disais, une des dernières campagnes de santé publique France, je la trouve intéressante là-dessus parce qu'on n'est pas juste dans l'injonction, on accompagne aussi et puis on n'est pas dans le jugement. C'est-à-dire, OK, oui, ça peut être plus sympa de faire un poulet frit, surtout quand on veut que son enfant mange, mais si on modifie un peu, ça peut oui, et puis surtout, où est le problème avec le poulet frites, en fait? Déjà, oui, où est le problème? C'est la question de l'équilibre alimentaire aussi qui se pose derrière. Donc, c'est la question d'être dans l'accompagnement. Après, nous, ce qu'on essaie de développer beaucoup, c'est des démarches plutôt engageantes, où on ne va pas juste être dans les messages, mais on va être dans des dispositifs accompagnants. Donc, avec des recettes, avec des ateliers culinaires. Pour les personnes atteintes de cancer, ce qu'on avait fait avec un centre régional de lutte contre le cancer, c'est qu'on avait mis en place des ateliers culinaires où on avait, c'était exigeant, hein, effectivement, comme format, mais c'était vraiment pertinent. Où on avait une triple animation, donc un médecin oncologue, une diététicienne, un chef de cuisine qui travaillait sur les complémentarités. Puis moi, j'étais là aussi et on ne faisait pas que la cuisine. On travaillait justement sur démonter les idées reçues autour de l'alimentation. Ça nous a permis de parler de tous les trucs et astuces. Quand on a des mucites en bouche, les mucites, c'est des choses en bouche qui font qu'on tolère très peu l'acidité. Mais aussi, voilà, d'expliquer que non, si on met du curcuma de partout, c'est pas ce qui va nous guérir. Voilà, essayer d'expliciter toutes ces choses-là, mais en le faisant, en mangeant, en ayant un rapport à l'alimentation très pratique. Hein. Et ça avait très bien fonctionné. Au-delà du faire, on a passé des messages aussi. Et donc ça fait partie des dispositifs que nous, au sein du laboratoire, on essaie de développer et on voit que ce qui manque, en fait, c'est la partie éducation. Partie éducation, parce que faire à manger, ce n'est pas un allant de soi. Alors avant, on avait l'apprentissage des tâches ménagères, de la bonne ménagère au début du XXe siècle, qui était dédié aux jeunes filles, aux petites filles et puis aux femmes. Mais en fait, faire l'alimentation, ça pourrait être pour tout le monde, les jeunes hommes, les garçons, les petits garçons et puis les hommes ensuite. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui au niveau de l'éducation dès le plus jeune âge pour tous. Donc aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent, hein, d'écoles comestibles. Il y a vraiment des choses qui existent. Il faudra arriver à les déployer à plus grande échelle parce que les messages, on les délivrera mieux à des personnes qui savent de quoi on leur parle en fait. Exact. Et aujourd'hui, finalement, on a une grosse distance à notre alimentation et à la pratique alimentaire. Et nous, dans tout ce que l'on fait, lorsqu'on veut, là, en ce moment, on travaille sur les légumineuses. Et comment on fait, parce que c'est dans le nouveau plan du PNNS, donc celui qui est sorti en 2017, le légumineuse est apparu dans notre triangle de consommation alimentaire. Donc, c'était la première fois que la légumineuse apparaissait. Et en France, on n'a pas du tout une culture de la légumineuse, contrairement à d'autres pays comme l'Amérique latine, le Canada, même la Russie. On n'a pas une culture de légumineuse. Et pourtant, c'est un des enjeux dans une logique d'alimentation plus durable, d'avoir d'autres types de protéines que des protéines, pas que des protéines animales, mais aussi des protéines végétales. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux dans le fait qu'il faut qu'on arrive à faire augmenter la consommation de protéines végétales et de légumineuses. Et donc ça, on a commencé à travailler là-dessus. Et finalement, ce qui marche le mieux, c'est de faire des recettes, c'est de parler des enjeux, mais tout en le faisant, en fait. Donc, c'est ça. Parce que la légumineuse, typiquement, ça n'a pas une bonne image aujourd'hui en France. On se dit que c'est un truc pas très digestible. Bon, généralement, ça nous fait un peu mal au ventre, ça peut nous faire avoir des gaz. Donc, c'est pas oui, c'est pas très glamour, en fait. Non. Et en termes de temps de préparation, parce qu'il y a des légumineuses qu'il faut laisser tremper la veille, donc il faut anticiper de 12-24 heures sa préparation. Tout le monde n'est pas dans cette gestion. Donc, il y a beaucoup d'enjeux et de freins à lever, en fait. Et ces freins, on ne va pas juste pouvoir les passer avec de la communication. On va avoir besoin d'autres choses, d'autres outils. Oui, et du coup, d'être vraiment dans l'expérience, dans le faire, en fait, et dans le faire ensemble. Hein. Et je repensais à ce que vous disiez de l'école. Hein. OK, il y a la semaine du goût. Tous les ans, les enfants, voilà, mais c'est tout, quoi. Et puis qu'est-ce qu'on y fait dans cette semaine du goût, hein? Pas grand-chose, en tout cas. Bon, moi, il y a un petit moment que mes enfants ont quitté l'école, mais de mémoire, c'était pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et puis, en fait, on expérimente tous les jours l'alimentation, tous. On mange, on se nourrit, parce que c'est un besoin primaire avant tout.
Mais finalement, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions alimentaires, c'était pas un objet noble de recherche. C'était pas un objet noble de travailler sur l'alimentation. Ah. L'alimentation, ça se mange, ça se digère, ça se défait. C'est pas noble en tant que tel. Oui, vu comme ça, effectivement. Là, depuis plusieurs années, le fait de l'inscription du repas au patrimoine immatériel de l'UNESCO, il y a eu un intérêt un peu plus croissant sur la question. Mais si on regarde, par exemple, aujourd'hui, les personnes qui nous entourent, et notamment les médecins, sont très peu formés aux questions alimentaires. Les aides-soignants qui sont en charge du service du repas à l'hôpital n'ont quasiment aucune donnée sur l'alimentation. Les internes en médecine qui sont en charge de la prescription des compléments nutritionnels oraux ne savent même pas ce que c'est la plupart du temps et ne connaissent pas grand-chose à l'alimentation. Les enseignants ne connaissent pas grand-chose à l'alimentation. Donc, en fait, c'est finalement une donnée où, d'un côté, on compte un peu sur l'expérience individuelle, sur la transmission intrafamiliale, sans donner d'autres outils. De l'autre, on donne beaucoup d'éléments injonctifs. Et puis après, avec ça, allez-y. Débrouillez-vous. Et finalement, on a perdu quand même la question du niveau de connaissance. Et le niveau de connaissance, parce que le légume, en fait, cuisiner les légumes, ça requiert un certain niveau de connaissance. Et donc, il faut bien qu'à un moment donné, ça se transmette quelque part dans la chaîne. Et donc, il y a vraiment, pour moi, un véritable enjeu autour de ça. Et puis, on a vraiment des sujets qui sont évacués. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le PNNS, il est né vraiment de la lutte contre l'obésité. C'était un des enjeux du PNNS. Mais ça a éclipsé complètement d'autres problématiques alimentaires, comme par exemple la lutte contre la dénutrition. Alors qu'on estime qu'aujourd'hui, on a environ en France 2 millions de personnes dénutries, et essentiellement des personnes âgées ou des personnes en situation de maladie. Il y a plein de problématiques comme ça qui sont évacuées du débat public. Une autre qui pour moi est importante, c'est celle de la sécurité alimentaire. Et le droit à l'alimentation, il a été reconnu en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en 1996, lors du sommet mondial de l'alimentation, il y a une définition qui a été adoptée, c'était la sécurité alimentaire existe lorsque tous les humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Et donc, là, ça englobe beaucoup de choses, l'accessibilité, l'alimentation saine, le fait d'avoir assez d'aliments aussi, de pouvoir s'en procurer. Et finalement, le PNNS, le fait que tout se concentre sur le PNNS et la lutte contre l'obésité, ça évacue plein d'autres questions. Et ça fait porter la responsabilité d'abord sur les citoyens, sans parler, par exemple, des questions écologiques et éthiques, qui sont d'abord des responsabilités politiques et gouvernementales. Typiquement, sur les pesticides, c'est pas à nous ensuite de regarder véritablement est-ce que c'est fait en bio ou pas. Enfin, là, il y a des choses où on pourrait légiférer et ne pas faire porter la responsabilité sur les personnes. Je prends l'exemple aussi souvent de la pêche. La pêche, on nous dit il vaut mieux manger tel ou tel poisson parce que tel poisson est en situation où il y en a moins, où il faut faire attention. Dans ces cas-là, interdisons la pêche. Mais oui. Enfin, voilà, plutôt que de dire aux consommateurs, débrouillez-vous avec cette information. C'est ça. Et ensuite, soyez responsables. Peut-être qu'il peut aussi y avoir des actions d'État plus fortes qui permettent finalement de moins se poser de questions. Mais oui, et puis d'être moins dans cette culpabilité, ce stress, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, ok, je mangerais bien tout bio, mais j'ai peut-être pas les moyens financiers, enfin, et du coup je me sens coupable parce que à mes enfants je leur donne pas. Waouh. Mais oui, c'est assez énorme en fait, avec vraiment toujours ce tiraillement en fait, ce tiraillement sur je devrais mais je ne peux pas, qu'on va retrouver dans tout ce que nous portons autour aussi de notre santé, qui serait lié à notre poids, notre silhouette, à ce qu'on va mettre dans notre assiette, à nos choix alimentaires. Enfin, ça fait beaucoup qui pèse en fait. Je crois qu'il faut vraiment pas oublier que c'est d'abord une responsabilité publique et politique. Et oui. Ce serait presque, vous voyez, à la fois je me dis quelle belle conclusion, et en même temps j'aurais eu envie qu'on parle un petit peu dans le temps qui nous reste. Il nous reste encore quelques minutes, même si c'est un sujet vaste, mais à ce que vous avez pu étudier autour des injonctions sur la forme du corps, et plus particulièrement du corps de la femme peut-être, au fil du temps. Alors là on passe à un autre sujet, mais je le trouve aussi tellement passionnant. C'est un autre sujet, oui et non, parce que ce que nous dit le PNNS, c'est qu'on est responsable de notre propre santé et de notre corps. Et oui. Et que finalement, aujourd'hui, il y a un corps qui n'est pas admis, c'est le corps gros.
Et que finalement, si notre corps est gros, c'est que l'on ne fait pas ce que l'on devrait faire. C'est notre faute, oui. C'est notre faute. Et ça, c'est un discours particulièrement fertile. Les discours aujourd'hui autour de PNNS, c'est un discours vraiment particulièrement fertile pour des discours grossophobes. Et en fait, encore une fois, c'est oublier la multiplicité et la complexité du problème. Les personnes en situation d'obésité, il y a souvent des enjeux économiques, sociaux, psychologiques aussi. J'ai lu récemment l'ouvrage de Roxane Gay, que je conseille, mais vraiment vivement à tout le monde, s'appelle Hunger. Alors, Roxane Gay, c'est une féministe qui est très, très grosse. Elle est en situation d'obésité importante. Mais en fait, on ne peut pas comprendre l'histoire de Roxane Gay si on ne comprend pas le viol collectif qu'elle a subi à l'âge de 12 ans. Et manger est devenu pour elle une protection. Elle a protégé son corps de cette agression-là. Et toutes ces questions-là, finalement, généralement, on les traite juste par vous mangez trop, donc vous êtes gros. Mais en fait, c'est réduire le problème à ce qui n'est pas. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les enjeux économiques, c'est les problèmes sociaux, c'est les problèmes psychologiques. On parlait de santé mentale, c'est aussi ça qui doit être traité. Et aujourd'hui, toutes ces questions-là, la santé, le corps, l'esprit, l'alimentation, sont des thématiques qui sont genrées, qui touchent les femmes, parce qu'elles sont aussi garantes de leur propre corps, mais pas que. Elles sont garantes de l'intégrité de leur famille et de leurs enfants. Finalement, on fait peser sur les femmes leur corps et le corps de leurs enfants. Et ça, c'est pas rien non plus. Ben non. Et j'avais lu Mona Chollet qui avait fait un essai qui s'appelait Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine, et qui dit dans cet ouvrage-là, une femme est censée picorer, remplir modérément son assiette, éviter de se resservir. De surcroît, son rôle traditionnel est celle qui prépare avec amour de bons plats pour les autres, mari et enfants, et qui y trouve son compte. On n'imagine pas qu'elle puisse être destinataire de telles attentions. On voit la complexité du rôle de la femme. Et donc, pour parler de l'évolution, les normes de poids et de beauté en France, elles ont évolué au cours du temps et de l'histoire. Alors, c'est aujourd'hui le corps mince qui est valorisé, mais le corps sculpté aussi, de plus en plus le corps sculpté. Et ça touche aussi les jeunes garçons. Exact. Il y a quelque chose qui va sûrement évoluer. Et pour les femmes, il s'agit de ne pas grossir et de rester mince, quels que soient les épisodes de la vie, post-grossesse, ménopause, etc. Quoi qu'il arrive, il faut rester mince. Il y a quand même quelque chose qui fonde aujourd'hui. Est-ce qu'on est mince? Est-ce qu'on est gros? Alors, il y a les traces corporelles, bien évidemment, notre corps, les tailles de vêtements. Et il y a un indice qui s'appelle l'indice de masse corporelle, le fameux IMC. Et l'IMC, c'est une construction sociale, ça, il faut quand même bien le dire. C'est une création artificielle de catégories. Si on est classe normale, surpoids, obésité, mais bien sûr que ça, si on est en situation d'obésité dans son IMC, c'est très stigmatisant dans la suite. Mais l'IMC s'est modifié aussi au cours du temps. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un construit social également. Et donc, il faut parfois être bienveillant sur soi et je regarde les autres par rapport à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort de manière forte. Et aujourd'hui, le rester mince, le être mince, ça fait des années. Il y avait une étude qui avait été faite par une sociologue de l'INRAE qui s'appelle Faustine Régnier, qui a travaillé des années 60 jusqu'à nos jours et qui montrait que la question de la minceur a toujours été prédominante dans les magazines féminins. Ensuite, ça a été quelle forme de minceur? Alors, avant, il fallait être plutôt la taille. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un peu le corps à la Kim Kardashian, donc avec des fesses plutôt volumineuses, une taille très fine, une poitrine plutôt développée. Et donc, finalement, on doit se développer aujourd'hui un corps sur mesure. Comme si c'était possible. Voilà, comme si c'était possible. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que généralement, ces femmes-là, si elles ont ce corps-là, elles n'ont pas juste recours à l'alimentation. Elles ont recours à la chirurgie esthétique, elles ont recours à d'autres pratiques. Et ça, c'est une des complexités. Et là encore, c'est la question de la maîtrise individuelle. Et j'avais noté cette phrase de Faustine Régnier qui dit « Minceur et beauté sont dites plus accessibles, mais à une condition, que la lectrice fasse ce qu'il faut à cette fin. Elle a l'entière responsabilité par le suivi des conseils reçus, par l'attention qu'elle porte à son corps, par les régimes qu'elle met en œuvre, par le temps qu'elle consacre à l'exercice physique. » Donc là encore, c'est une responsabilité individuelle. Alors, Faustine Régnier, elle avait beaucoup travaillé sur les magazines féminins, mais il y a tout ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. Mais oui. Avec des nouveaux prescripteurs d'une alimentation dite saine, alors dite saine toujours entre guillemets, et des prescriptions aussi d'activité physique de plus en plus, que je disais, c'est le corps qui se sculpte. Alors, ce qui est intéressant aussi sur les réseaux sociaux, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a aussi des voies d'émancipation sur les réseaux sociaux. J'aime bien prendre l'exemple du compte qui s'appelle Gras Politique. Oui. C'est un compte porté par une association qui s'appelle Gras Politique, qui est portée par Derrière Max et qui promeut justement la question des discours anti-grossophobes,
qui alerte sur le fait que la grossophobie, c'est une question systémique, c'est une question politique aussi. Et qu'il y a des enjeux. Donc, les réseaux sociaux sont de nouveaux prescripteurs. C'est aussi sujet à beaucoup de fait qu'on n'est pas forcément bien avec son corps, que les jeunes filles suivent beaucoup, les jeunes garçons aussi. Mais il y a aussi des voies d'émancipation possibles, notamment dans la grossophobie. Oui, et qui, en tout cas, c'est l'espoir que je porte moi aussi, vont petit à petit, je l'espère en tout cas, venir équilibrer, peut-être pas à court terme, mais à moyen ou long terme, venir équilibrer un peu ce discours-là, parce que c'est quand même massif, cette histoire du corps mince et musclé. Enfin, moi, j'ai l'impression, ou c'est peut-être parce que comme je suis ça de près, je le vois beaucoup, mais c'est quand même très, très massif et ça développe, vous en parliez tout à l'heure, des troubles du comportement alimentaire autour de l'orthorexie, mais aussi la bigorexie, cette addiction au sport. Donc, du coup, ça développe d'autres problématiques, en fait, aujourd'hui. Complètement. Et c'est vrai que sur le corps sculpté, on pourrait aussi en parler pendant très longtemps parce que, par ailleurs, ces comptes-là vont plutôt promouvoir une alimentation ultra protéinée. Là encore, sont discutables sur plein d'enjeux et notamment des enjeux d'éthique et de durabilité. Donc là encore, on a des injonctions paradoxales qui émergent. Le corps très sculpté, mais aussi faire attention à la durabilité. Voilà, c'est très complexe. Et oui, vous savez ce qui me venait là, on n'est pas sorti de l'auberge, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais bien savoir, vous, quelle voix optimiste ou quelle voix pour le futur vous pourriez porter aujourd'hui? Quel regard plus optimiste sur l'évolution, en fait, de tout ça? Sur l'évolution, c'est que déjà, il y a un intérêt croissant pour les questions alimentaires et de personnes qui ont envie de vraiment s'informer. Il y a beaucoup d'initiatives à une échelle nationale qui sont développées, mais à des niveaux, à chaque fois, c'est très local. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de choses qui existent, notamment sur l'éducation alimentaire, sur des actions faites dans les hôpitaux, sur des comptes Instagram qui vont donner les trucs et astuces, qui vont être justement l'émancipation, c'est de savoir-faire et c'est d'avoir le savoir aussi. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives qu'il faudra arriver maintenant à fédérer. Mais ce que je vois, c'est que c'est un intérêt croissant, que nos politiques s'en saisissent quand même de plus en plus et des associations sont de plus en plus présentes sur ces sujets-là. Et je pense qu'il y a aussi des voies d'émancipation autour de l'alimentation qui se dessinent. Bon, alors, allez, on va dire moyen ou long terme, en fait, il y a de l'espoir à garder dans cette évolution-là. Je vous remercie beaucoup, Clémentine Hugol-Jeancial, d'être venue sur le podcast pour aborder ces sujets-là. Je pense que nous aurions de quoi faire d'autres épisodes sans problème, peut-être, pourquoi pas. Est-ce que vous seriez d'accord pour que les personnes qui souhaiteraient vous contacter le fassent? Oui, bien sûr, sans aucun souci. Okay, du coup, vous me direz par quel biais c'est le mieux pour vous et puis nous le noterons dans la description de cet épisode. Et avant que nous nous quittions, est-ce qu'il y aurait une dernière chose que vous souhaiteriez transmettre aux personnes qui nous écoutent et que nous n'aurions pas encore dit pendant le déroulement de cet épisode? De ne pas se culpabiliser. Je crois qu'on en a parlé beaucoup, la culpabilisation, de ne pas se culpabiliser et que parfois se détacher des réseaux sociaux, c'est bien. De ne pas toujours avoir en face de soi un miroir qu'on nous tend et qui n'est pas forcément celui qu'on aimerait voir. Mais oui. Et je crois qu'il faut aussi regarder des choses qui nous font du bien et qui ne nous culpabilisent pas de manière systématique et dans les messages et dans les pratiques. Mais oui. Parfois, savoir couper. C'est ça. Et faire du tri, vraiment. Parce que nous avons ce pouvoir-là, en fait, de choisir les médias que nous souhaitons consommer. On peut choisir les comptes que l'on suit. On n'est pas obligé de suivre que ce qui paraît socialement reconnu. On peut aussi s'affranchir de ça. Et surtout, lorsque l'on voit que ça ne conduit pas chez nous des sentiments heureux, on peut aussi se détacher. Mais oui, tout à fait. Merci beaucoup, Clémentine, d'être venue aujourd'hui sur le podcast. Peut-être à une prochaine fois. Merci d'avoir pris ce temps. Merci à vous et puis à bientôt, j'espère. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Et puis, comme à votre habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire sur le blog, un avis sur Apple Podcast ou à contacter Clémentine Hugol-Jeancial si vous souhaitez poursuivre cette conversation. À très bientôt pour un prochain épisode de La pleine conscience du pouvoir.